Bonjour Stéphane. Bonjour Thierry. J'ai rencontré un véritable gourou. Ah bon? Bah oui, pareil que j'ai un gourou devant moi. Ah bon? Tu me disais ça avant la vidéo. Et j'ai bien aimé ta définition du mot gourou. J'aimerais bien qu'on commence comme ça. Oui, d'accord, si tu veux. Oui, bah c'est ça qui est intéressant parce qu'en fin de compte, on va se rendre compte que beaucoup de gens sont des gourous, hein. Alors c'est vrai que le terme gourou a été très peu ou très mal expliqué parce qu'on l'a souvent associé avec la notion de maître et surtout d'escroc. Oui. Mais en Inde, le terme gourou est tellement noble et tellement beau que ça vaut le coup d'être expliqué. Il y a deux racines, il y a la racine gu et il y a la racine ru. Et en sanskrit, ru veut dire lumière, connaissance, et gu veut dire ignorance ou ténèbres. Donc gourou, c'est celui qui enlève l'ignorance, qui enlève les ténèbres pour aller vers la lumière, vers la connaissance. Donc c'est le passeur, c'est la personne qui apporte un savoir qui va permettre à l'autre de passer. Voilà, c'est un guide. Alors c'est vrai qu'une personne qui a maîtrisé un art comme la guitare, comme la harpe, comme la sitar, ou peut-être comme les mathématiques, les sciences, en Inde, il sera appelé gourou. Parce qu'il transfère un savoir, une connaissance à quelqu'un d'autre. Donc il enlève une certaine ignorance. Et c'est ça qui est magnifique dans ce terme-là. Donc toi, par exemple, Thierry, tu es aussi un gourou. Ah, mais on n'arrête pas de me le dire. On n'arrête pas de me voilà. le dire. Donc j'assume. Voilà, tu assumes. Et puis une personne qui va peut-être, ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui enseigne la guitare, ben, vous êtes aussi un gourou. Voilà, parce qu'il prend une autre dimension. Alors c'est vrai que maintenant, dans la tradition indienne, védique plus particulièrement, celui qui enseigne la sagesse, la connaissance, la spiritualité est appelé Satguru. Voilà. Et Sat, ça veut dire quoi? Sat, ça veut dire la vérité. D'accord. La vérité avec un grand V dans le sens, ce qui va nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ça c'est, voilà, Satguru. Alors, est-ce que tu aimes les histoires? Non, vas-y, j'aime beaucoup les histoires. Bon, parce que j'adore raconter les histoires et puis justement, il y a une histoire qui s'appelle... m'installe en position. Ah ouais, si tu veux, parce que il y a une histoire qui s'appelle Le maître aux trois gourous. Alors justement, c'est un maître, alors tu sais comment commencent les histoires, hein. Il y a très 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 longtemps, dans un pays très lointain, il y avait un maître. Et ce jour-là, il se promenait sur la plage avec son disciple. Et dans ce moment intime, le disciple pose la question au maître. Il dit, maître, j'aimerais savoir qui a été ton maître. Et le maître lui répond, ah tu sais, j'ai eu 3 maîtres. Le disciple, interloqué, lui dit, mais comment ça? Je croyais qu'on devait avoir un seul maître dans toute notre vie. Il dit, oui, mais moi j'ai eu 3 maîtres. Alors le disciple lui demande, mais qui a été ton maître, ton premier maître? Mon premier maître, c'était un chien. Un chien? Non, toi, le plus grand sage de la région, un chien a été ton maître? Eh oui. Un jour, je me promenais dans mon jardin, et puis il n'avait plus énormément, il y avait des flaques d'eau. Et j'entendais aboyer, aboyer, aboyer. Je me suis rapproché, et j'ai vu un chien, il aboyait contre son propre reflet. Et à un moment donné, j'ai vu ce chien sauter dans la flaque d'eau. Son reflet a disparu, il s'est secoué un peu, il est parti. Il m'a appris ma première grande leçon. Il m'a appris que les peurs n'étaient qu'une illusion. Et lorsqu'on y fait face, elles fondent comme neige au soleil. Alors qui a été ton deuxième maître? Ah, mon deuxième maître, mon deuxième maître. J'étais en pèlerinage, il pleuvait des cordes et il était déjà très tard dans la nuit. Je me suis abrité sous un arbre, assis sur un tronc d'arbre. Et voilà, comme aujourd'hui, Thierry. Et puis, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, Dieu m'a ni nourri, m'a ni apporté un lit pour dormir. Et au moment même où je me suis dit ça, un monsieur est venu s'asseoir à côté de moi. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais tard dans cette région? Mon bon ami, c'est bien dangereux. Je dis, oh, je suis un sage en pèlerinage. Mais aujourd'hui, c'est vrai, Dieu ne m'a pas donné un gîte et un couvert. Il dit, bah écoute, si, la preuve, je suis venu te chercher. Il m'a amené chez lui, il m'a donné de la nourriture, il m'a donné son lit, que je puisse me reposer. Et il est reparti. Il est rentré tôt le matin, il repartait tard la nuit, tôt le matin, tard la nuit, jusqu'à un moment donné, je lui dis, mais que fais-tu mon bon ami pour partir comme ça, tard le soir, revenir tôt le matin? Et il m'a avoué qu'il était un bandit, un voleur. Et je l'ai regardé et je dis, mais je ne t'ai jamais revenu avec un butin. Comment ça se fait alors? Ah, il dit, je sais, je sais, je sais. Mais si Dieu le veut, demain ça sera différent. Il m'a appris
La persévérance. Et qui a été ton troisième maître alors? Eh bien, mon troisième maître, ça a été un enfant. Je me promenais un matin de bonne heure et j'avais un air espiègle. J'ai rencontré un jeune garçon et j'ai pris ma boîte d'allumettes. J'ai gratté l'allumette, je l'ai regardé et je lui ai dit d'où est-ce que la flamme est venue? Il m'a regardé, il a soufflé sur la flamme et il m'a demandé où est-ce qu'elle est partie maintenant. Il m'a appris l'humilité. Et donc, en fin de compte, cette histoire raconte vraiment parfaitement que la vie est notre gourou. Et notre capacité à apprendre des situations, à apprendre des rencontres, hein, comme c'est la première fois qu'on se rencontre. Et on a tellement de choses à partager, tellement de choses à apprendre l'un de l'autre, comme à travers toutes les personnes. C'est comme ce matin, j'étais à Argelès, c'était la première fois où j'étais là, première ville où je mets les pieds pour, je sais pas, j'avais entendu parler d'Argelès-sur-Mer, mais je n'avais jamais mis les pieds dans cette ville. Et lors d'une rencontre, où je faisais du stop pour aller au centre-ville, alors en fin de compte, ce monsieur, il s'appelle Momo. Oui, une histoire excellente que tu parles. Ah, voilà, une histoire magnifique, et ça c'est du vécu. Il me dit, oh non, tu peux y aller à pied de toute façon, parce que la ville, c'est vraiment tout proche. Et si tu veux, tu peux m'accompagner parce que j'y vais aussi. On fait le chemin, on parle de tout, de l'histoire. Je dis, ah oui, il y a un château. Il dit, non, non, c'est pas un château, c'est une église. Puis on en vient à parler de Jésus, du Christ. Et puis il me parle d'un monsieur qui a eu une vie particulière, qui était punk, et puis en fin de compte, qui va donner sa vie à enseigner les enseignements de Jésus. Et là, je lui dis, oui, ça ne serait pas Patrick Fontaine? Il me dit, comment tu connais son nom? Je dis, ah, j'ai un ami qui le connaît bien, en tout cas une personne qui le connaît bien, un certain Alan, et puis je vais rencontrer un autre de ses amis qui s'appelle Thierry. Excellent. Imagine, la première personne que je rencontre en sortant de mon hôtel, c'est Momo. Et il va m'amener jusqu'à Argelès et il va me faire rencontrer Irène, qui est une personne qui s'occupe de l'église d'Argelès. Et pendant plus d'une heure et demie, elle va me raconter l'histoire de cette église. Donc tu vois, hein, si on est ouvert, en fin de compte, on s'aperçoit que la vie nous apporte les bonnes rencontres. Voilà, les bonnes rencontres. Donc voilà, donc c'est vrai que ce terme, je te remercie des fois aussi pour permettre aussi de mieux expliquer ce terme. Et tu sais, quand je donne les stages, les gens me disent, quand ils me disent maître, je dis oui, mètre 80, hein, n'oubliez pas les 80 cm de plus, sinon vous allez me rapetisser. Alors tu es un gourou particulier, parce qu'en plus, tu prétends nous apprendre l'art de vivre. Ah. Hein, tu es un gourou avec un grand orgueil. Alors, avant de revenir à cet art de vivre, parce que c'est pour ça moi que j'ai envie de discuter avec toi, c'est pour ça que je te rencontre, parce que nous allons cohabiter ensemble sur un bateau. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il vaut mieux savoir quand même si on s'entend avant. Avant qu'après. Qu'en pleine mer. Parce qu'une fois qu'on est dans le bateau, on ne peut plus se jeter à l'eau. Blague à part, dans l'histoire que tu racontais, tu parles beaucoup de disciples et de discipline. Oui. Et ce sont des mots que notre époque post-année 70 parfois n'aime pas du tout. C'est vrai. La discipline, c'est quelque chose, c'est réservé à l'ancien temps. C'est vrai. Or, moi, personnellement, enfin, c'est vraiment un mot que je porte en haute estime. Parce que je pense que sans discipline, on se laisse aller au pire penchant de l'humain, et qui ne sont pas les meilleurs, loin de là. Tu pourrais nous parler un peu de ton regard sur la discipline? Avec grand plaisir. En tout cas, pour moi, la discipline, c'est vraiment la mère de la liberté. C'est vraiment comme ça que je conçois la discipline. D'ailleurs, il y a deux aspects. Hein. Quand tu prends au niveau de ta vie, au niveau de ta naissance, à un moment donné, il y a des règles qui te sont imposées par tes parents. Oui. Quand tu évolues dans la société, il y a des règles que la société nous impose. Par exemple, si tu prends ta voiture, eh ben, en France, tu vas rouler à droite. Oui. Tu t'étais pas trompé. Voilà. Ah, oui. Parce que comme j'habite en Écosse, je me suis dit... J'ai vu qu'il y avait un temps d'hésitation. Est-ce qu'il va se faire voilà. bon. Et en Écosse... Il n'a pas conduit là jusqu'à présent. Non, c'est vrai, je ne conduis plus d'ailleurs. Et en Écosse, on roule à gauche. Oui. Donc ce sont des règles qui sont imposées par une certaine autorité, que ce soit tes parents ou la société. Maintenant, il y a d'autres règles que nous nous sommes auto-imposées. Par exemple, lorsque les personnes écoutent tes vidéos, ils vont commencer à comprendre certaines règles alimentaires qui peuvent leur amener à mieux être par rapport à leur comportement qu'ils ont d'habitude.
toi, tu es dans ton chez-toi, et eux, ils te regardent peut-être à 300, 400, peut-être même à des milliers de kilomètres au Canada ou à l'île Maurice. Donc tu ne vas pas être derrière eux pour leur imposer des règles. Oui. Mais maintenant, libre à eux de s'auto-imposer. Oui, dans discipline, il y a la notion de choix que j'aime beaucoup. Exactement. Donc en fin de compte, tu t'aperçois que les règles que tu prends pour acquis et tu sais que ces règles, si tu te les auto-appliques, vont te donner un bien-être, mais pas forcément sur le court terme. Et que la pratique régulière sur un long terme, pour profiter des fruits, c'est ce que j'appelle la discipline. Maintenant, si j'ai du diabète, eh ben, je n'ai pas besoin de discipline pour me manger 3 éclairs au café. Non, c'est ta pente naturelle, c'est la tentation. Voilà, c'est ça. La discipline, ça va être le choix différent à partir d'un savoir qui amène à une connaissance. Bah là, tu l'as vraiment magnifiquement défini. Je vous remercie, cher Stéphane. Monsieur le gourou. Ouais. Maître 80, n'oublie pas. Alors, cette notion de discipline qui pour moi est importante, parce que c'est une question de choix, toi, tu l'appliques et tu l'as fait appliquer particulièrement en utilisant un vecteur qui est la respiration. Oui. Hein, Stéphane, oui. Tu es responsable européen pour une association. C'est une association? Alors, c'est une fondation internationale. D'accord. Et puis, localement, nationalement, on a différentes structures, des fois associations, des fois fondations, des fois entreprises. Ouais. Qui s'appelle l'Art de Vivre. Oui, qui s'appelle The Art of Living Foundation. Oui. Et c'est vraiment, en français, c'est l'art de vivre, qui a été créé par Sri Sri Ravi Shankar, qui est un sage indien, un autre gourou, tu vois, que j'ai rencontré en 1997 dans ma propre ville, à Poitiers. Et effectivement, un grand sage qui a maintenant, après 35 ans, amené son enseignement dans plus de 160 pays. Oui, c'est une très grosse organisation, avec une implication Maintenant, mais au départ, il a commencé comme toi. Vraiment, au tout départ, c'était une personne. Il a enseigné le stage qu'il appelait l'art de vivre, justement, à 20-25 personnes autour de lui, dans un petit village de l'Inde, dans le sud de l'Inde. Et maintenant, ça a tellement porté ses fruits, les bénéfices sont reconnus, des études scientifiques sont maintenant menées, que oui, c'est une grande fondation. Mais comme tu dis, étape après étape, hein, pas après pas. Alors cet art de vivre, il passe par une pratique respiratoire en particulier. Oui, et surtout l'enseignement d'une technique très particulière qui s'appelle le Sudarshan Kriya, qui associe le rythme, le son et le souffle. C'est vraiment son enseignement. D'accord. Alors pourquoi le souffle? Alors le souffle, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que ça peut paraître évident, et des fois, pour les personnes, ils n'en ont pas forcément conscience à ce point-là. C'est que le premier acte qu'on fait en venant sur cette planète, c'est quand même l'inspire. Et que le dernier acte qu'on va faire, c'est l'expire. D'où le terme « il a expiré » ou « il a rendu l'âme ». Quel mot magnifique! Oui. Il a rendu l'âme. C'est-à-dire que quand tu rends un bien, c'est qu'on te l'a donné pour un certain moment. Exactement. Donc tu vas rendre l'âme. Et bien le souffle, je dirais qu'il est le garant de cette vie sur Terre pour cette âme. Et comment on va vivre notre vie? Et bien la qualité de notre vie va dépendre de la qualité de notre esprit, mais la qualité de notre esprit va dépendre énormément de la qualité de notre souffle. Et bien sûr de la nourriture. Hein. Oui, voilà. Les différentes nourritures. Voilà, les différentes nourritures. Tu vas présenter le souffle d'une manière très intéressante, comme un lien, comme un passage entre ce qu'il y a de plus physique et extérieur et ce qu'il y a de plus subtil et intérieur. Voilà. Tu peux me le présenter parce que ça, je trouvais ça intéressant, comme un passage. Oui, et effectivement, c'est une transition. Alors, le premier acte qu'on fait, c'est on va inspirer, et le dernier acte qu'on va faire, c'est expirer. Et pendant tout ce temps, ça va être inspire, expire, inspire, expire. Mais là où on n'a pas conscience, c'est que cet inspire et cet expire va varier, va changer de rythme et de schéma selon l'émotion qu'on va vivre. Oui, et donc c'est en lien aussi avec l'activation du système nerveux sympathique ou parasympathique, du stress qui est vécu par l'animal. Exactement. Alors c'est vrai que quand j'ai rencontré l'Art de Vivre et son fondateur chez Ravi Shankar, il portait vraiment son attention pour nous faire prendre conscience que nous avons 7 niveaux d'existence qui sont importants, et plus on a de connaissances sur ces niveaux d'existence, mieux on peut apprendre à vivre sur cette planète. Le premier, c'est le corps physique, donc le corps le plus grossier. Ouais, d'accord. Ensuite, voilà la matière, le souffle,
moins tangible, mais il est encore tangible. Si tu mets ta main devant toi, oui, tu peux l'objectiver le souffle. Voilà, tu peux. Il n'y a personne qui va dire, je ne sais pas ce que c'est, ça n'existe pas. Non, ça, non, c'est clair. Le souffle, ça, on ne peut pas en discuter, Voilà. ça existe. D'ailleurs, celui qui veut vraiment tester, tu lui dis, Oui, bah, respire pas. et je reviens dans 10 minutes et on verra si on en reparle. Donc, le souffle. Et après, il y a ce que nous, on appelle en France, c'est le mental, l'esprit, mais qui est décortiqué dans le yoga ou la science traditionnelle védique, beaucoup plus à travers des notions très précises. Le mental, on le reprend, donc le 3e niveau d'existence, le mental, mais à travers les perceptions. C'est-à-dire que la première fois que je t'ai vu, ou la première fois que je t'ai j'ai entendu un certain timbre de voix, oui. Donc j'ai utilisé mes sens, ma perception. La première fois que je t'ai vu, mes yeux ont été la porte d'entrée. Mais le niveau d'existence qui m'a permis de te percevoir, c'est le mental. Et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est le mental, c'est la perception des sens. C'est-à-dire que tu peux lire un livre, mais ça nous est tous arrivé, au bout de la 5e page, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens 3 pages en arrière en disant qu'est-ce que j'ai lu? Tu vois, où je suis en train de regarder ta vidéo derrière mon écran, Thierry il parle, et puis hop, mon esprit était déjà parti, mon mental n'était plus dans le moment présent, et j'ai dit oh là, je reviens 2 minutes avant parce qu'il a dit quelque chose, je n'ai pas capté. Donc en fin de compte, le niveau d'existence qu'on appelle vraiment le mental, c'est la perception. Celui qui va recevoir l'information à travers les sens. Maintenant, tu vas traiter l'information. Donc ça, c'est l'intellect. Après, voilà, j'ai mis un concept sur Thierry à travers ta voix, à travers nos échanges. Voilà, je mets Thierry dans cette case. Si je rencontre par exemple une personne telle ou telle façon, je mets dans une autre case, ou un environnement dans une autre case. Donc je crée des concepts. Donc ça, c'est l'intellect. Et l'intellect, il va discerner ce qui dure pas, ce qui est permanent, pas permanent. Il va être d'accord, pas d'accord par rapport à ses références. Mais ces références, il les prend d'où? Dans le 5e niveau d'existence qu'on appelle la mémoire. Donc c'est toutes les résultantes, tous les concepts que nous nous sommes créés. D'ailleurs, toutes les associations, toutes les croyances, toutes les empreintes aussi. Parce qu'à chaque fois que tu as vécu une émotion, que ce soit positif ou négatif, elle s'est imprimée en toi. Non seulement l'événement s'est inscrit dans ta mémoire, mais la charge émotionnelle s'est aussi inscrite dans ta mémoire. Et la plupart du temps, on vit à travers ces filtres. Donc la mémoire… Des lunettes déformantes qui nous font percevoir le monde au travers d'une expérience passée. Exactement. Quand je t'ai vu la première fois physiquement… Qui ne laisse pas du neuf rentrer. Et non, quand je t'ai vu la première fois… Thierry, tu ressens… Non, je ne veux pas savoir. Si, parce que… tu vas savoir parce que… Tu vas sauter du bateau. La première fois que je t'ai rencontré, ou que je t'ai vu, j'ai dit tiens, il ressemble à Fred. Et Fred, c'est un… Fred Hervaux, c'est un très bon ami. Mec. Un très beau mec en plus, et qui te ressemble en plus. Et tu sais quoi, c'est la première personne qui m'a fait venir enseigner l'art de vivre en Côte d'Ivoire. D'accord. Et on a eu des moments vraiment magnifiques. Et donc, ma mémoire, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah tiens, Thierry, Fred, donc même domaine. Plutôt positif, ouais, c'était positif. Donc tu me gardes sur ton bateau. C'est bon. Donc ça, c'est la mémoire. Et imagine que maintenant, on va vivre à travers cette mémoire. Si je rencontre dans un nouveau travail une personne qui ressemble à une personne qui m'a fait vivre des émotions très fortes, négativement cette fois-ci, qu'est-ce que la mémoire va me dire? Attention. Attention. Ouais. Attention. Pourquoi? Méfie-toi de lui. Et oui, parce qu'on n'a pas éliminé la charge émotionnelle négative, l'empreinte psychologique associée à l'événement. Donc maintenant, le 6e niveau d'existence, c'est l'ego. L'orgueil. Au-delà de cela, je dirais que cette identification à le moi, je, ce qui crée la séparation. Quand tout va bien avec lui, ça va, tu es naturel. Mais quand lui prend le dessus, effectivement, tu peux rentrer dans un orgueil mal placé, tu peux te mettre des masques. Soit le mec hyper cool, mais en fin de compte, derrière ça, tu n'es pas cool. Soit celui qui rigole tout le temps, mais c'est pour cacher un mal-être. Donc l'ego, lui, c'est notre bon ami quand il est bien maîtrisé. Parce que sans lui, tu ne peux pas créer, sans lui, tu ne peux pas… voilà. Si tu le tiens en laisse et que tu sais le maîtriser… Voilà. Et ça, c'est vraiment l'ego. Donc, je dirais que c'est notre identification à ce que nous sommes créés, la personnalité. Donc le mental, tu vois, à travers le mental, l'intellect, la mémoire et l'ego, c'est ce qu'on peut appeler l'esprit en français. Et le 7e niveau d'existence, c'est le soi, la conscience, peu importe le mot qu'on y mettra derrière. L'esprit avec un grand E. Voilà, vraiment l'esprit avec un grand E, le soi avec un grand S, peu importe ce que les gens mettront derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le souffle. Le souffle, il est venu sur cette planète
et il est le garant de cette âme. Parce que quand on partira, c'est le dernier souffle. Mais entre-temps, il joue le lien entre le corps physique, l'environnement, et le corps plus intérieur, subtil, le mental, l'esprit. Donc à chaque fois que l'esprit change en termes d'humeur, si une personne devient plus colérique, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, respiration beaucoup plus courte, rapide et saccadée. Oui. Si une personne a une peur, respiration en suspens. Une personne qui est triste, elle expire plus qu'elle inspire. Et une personne qui est joyeuse, elle inspire plus qu'elle expire. Donc à chaque fois qu'on vit une émotion, notre schéma respiratoire est modifié. À chaque fois que notre schéma respiratoire est modifié, ça engrange, ça programme dans notre système une charge émotionnelle. Donc si ça va dans un sens, le bonheur, Thierry, c'est que ça va dans l'autre sens. On voit très souvent. Voilà. Comme l'état émotionnel génère la posture et la posture génère l'état émotionnel. Exactement. Et il y a des allers-retours entre les deux et ça peut être une porte d'entrée fabuleuse quand il y a des blocages qui sont réalisés. Exactement. Donc le but, au lieu que ça soit l'émotion qui change ton schéma et qui engrange un certain conditionnement, eh ben on fait l'inverse, c'est-à-dire à travers un protocole respiratoire associé à un certain rythme, certains sons, ce qui va se passer, on va aller déloger les charges émotionnelles qui se sont enregistrées. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, beaucoup plus technique, mais je pense que ça t'intéressera, c'est qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'une personne respire, soit elle est bloquée au niveau de l'abdomen, soit elle est bloquée au niveau du thorax, soit elle est bloquée au niveau de la respiration claviculaire. Alors que chaque partie respiratoire va prendre soin de développer une partie des poumons, basse pour la partie abdominale, médium pour la partie thoracique et supérieure, c'est la partie haute des poumons, avec la respiration claviculaire. Lorsque on commence à prendre la respiration yogique, la respiration complète, on va remettre notre système en place. C'est-à-dire que de 20-30% de capacité respiratoire, on va tendre à chercher… Oui, d'une façon purement mécanique. Ah oui, là c'est vraiment l'aspect mécanique. Et puis il faut savoir qu'on a des millions de bronchioles qui créent les bronches. Ces bronchioles… Je dis bronchioles, moi je dis bronchioles. Oui, c'est des bronchioles en fin de compte. Ça fait très technique, bronchioles. Oui, exactement. Hein, et puis c'est plus… Tu parles des bronchioles. Voilà. Là. Exactement. Donc, il est écossais. On va lui pardonner. Donc les bronchioles, en fin de compte, qui constituent nos bronches, ce qui va se passer, c'est qu'ils sont créés de capillaires et d'alvéoles. Donc ces alvéoles sont créés par ces petits capillaires sanguins. Et il faut savoir que même si on en a des millions, il y en a, comme on respire très mal, il y en a beaucoup qui ne sont pas actifs, qui sont inactifs. Donc il faut savoir que le sang passe à travers ces capillaires, donc ces tuyaux, et il va repartir, le sang va repartir. Donc c'est là où il peut être oxygéné et nettoyé de ces toxines. Mais comme les gens respirent à 20-30% de leur capacité respiratoire, l'oxygénation se fait à 20-30%, pas plus. L'extirpation des toxines se fait aussi à 20-30%. Donc le sang repart non seulement mal oxygéné, mais avec une dose énorme de toxines. Donc forcément, plus tu accumules les toxines, moins tu en enlèves, tu surcharges ton système. D'où l'intérêt de faire aussi attention à son alimentation, à faire des jeûnes, comme tu l'expliques très bien, les jus, parce que en plus de la respiration, il y a la nourriture, le sommeil et un état positif de pensée ou la méditation. J'aime ça, parce qu'effectivement, j'aime ces liens, parce que comme on discutait tout à l'heure, je disais, voilà, finalement, moi, dans mes vidéos, j'espère que je fais prendre conscience aux gens que jusqu'à un certain temps, ils ont vécu en ayant l'impression qu'ils pouvaient faire n'importe quoi dans leur mode de vie, que ça n'avait pas de conséquences. On te le dit souvent, des fois, quand tu tombes malade et puis tu demandes à un médecin ou un spécialiste, tu te dis, est-ce que je dois changer mon régime? Non, ça continue. Puis un jour, tu te dis, non, en fait, il y a des règles, et ces règles, elles sont bonnes, donc si je les suis, je vais mieux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ces règles, on peut les trouver sur le plan alimentaire, on peut les trouver sur le plan du rythme de vie, du sommeil, du repos, et on peut les trouver aussi sur le plan du rythme respiratoire et du type de respiration. Et c'est vraiment cette plus-value que tu apportes. Exactement. Et que ces règles-là aussi, elles existent dans le monde spirituel aussi. Oui. Et que le souffle se situe un petit peu à l'interface entre les deux. Exactement. C'est un passeur, comme tu disais. C'est un passeur, voilà. Mais ça va aussi jouer sur le monde émotionnel qui lui est beaucoup moins tangible. Donc on est à cette frontière ténue et parce que tu proposes de prendre conscience de ces règles respiratoires qui, si on ne les intègre pas, nous permet pas aussi d'épurer ce rôle de détoxification et de nettoyage du sang se fait en termes de détoxification et de nettoyage aussi émotionnel. Bien sûr. Oui, parce que ça sera flagrant tout de suite. Et c'est vrai,
combiné avec nos approches différentes, alors là, pour les gens, ils vont vivre une semaine, je pense à la croisière, mais magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment splendide. Oui, le but est d'apporter une vision complète de toutes ces règles de fonctionnement. C'est parfait. Alors, j'ai bien aimé ce que tu disais, parce que tu disais, à un moment donné, je vais voir mon docteur, il dit, ok, change pas de régime. Mais en fin de compte, les gens se rendent compte qu'à un moment donné, ils arrivent à la limite de ce que le corps peut contenir. Ouais. Et je donne toujours l'image dans les stages que j'anime, je donne toujours l'image de notre cuisine. Et dans notre cuisine, il y a toujours un espace pour garder la poubelle, pour les déchets. Et comment ça se passe? C'est simple, tu as des déchets, tu les mets dans ta poubelle. Quand elle est remplie, tu la sors. Mais là, imagine que j'ai rempli ma poubelle et je vais la sortir. Mais je ne sais pas pour quelle lubie, Thierry. Je dis, tiens, aujourd'hui, dans la grosse benne, en fin de compte, je vais mettre… Ah ouais, je sors que simplement 30% de cette poubelle. Donc, je reviens avec 70% de ces déchets encore restés dans cette poubelle, que je remets dans ma cuisine. Alors, bien sûr, le temps pour la remplir est beaucoup plus rétréci maintenant. Mais j'ai trouvé une solution, Thierry. Je vais changer ma poubelle. J'en mets une plus grosse. Et je continue le va-et-vient. Mais j'en élimine que 30% à chaque fois. Et à un moment donné, cette poubelle, elle va remplir ma cuisine. Et là, je prendrai vraiment conscience que je ne peux pas aller plus loin. Et c'est exactement ce qui se passe avec un corps physique. Quand tu arrives dans les grosses maladies, quand tu arrives dans les grosses déprimes, quand tu arrives à un mal-être qui est énorme, le message, il est clair, c'est ok, ta poubelle, elle est remplie au point où ton corps ne peut plus gérer. Et alors, j'ai rajouté une petite subtilité, si tu permets, ouais, bien sûr, dans ton histoire. Oui. C'est que ta poubelle dont tu ramènes les 70%, le lendemain, les 70% qui sont restés, mais automatiquement, ils vont avoir attiré des mouches, des petits parasites, des vermines, des microbes. Exactement. Et là, tu vas aller consulter un spécialiste et qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, attendez, j'ai un antimicrobien pour vous. Alors que la solution, c'est de dire, mais non, mais attends, tu as ramené 70% de ta poubelle, il faudrait la sortir. Non, lui, il va te vendre un antimicrobien, mais qui ne va servir à rien, puisque si tu ramènes chaque jour 70%, il te faudra chaque fois davantage d'antimicrobiens. Tu ne vas pas jouer sur le terrain, tu vas jouer sur le symptôme. La poubelle, c'est un symptôme, l'accumulation de déchets, c'est un symptôme. Si tu m'autorises, je reprendrai ça maintenant pour mes stages. Il n'y a pas de copyright. 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 Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans notre rencontre, c'est que ta fondation, ta fondation. Non, c'est pas la mienne, c'est pas la mienne. La fondation dont tu fais partie, que tu représentes, a délibérément une pratique par le souffle, hein, pour permettre aux gens de mieux explorer leurs émotions. Et ça, elle va le confronter à des situations parfois difficiles. Tu me parles de programmes dans les prisons. C'est pas de la théorie pour personne qui veut faire du développement personnel. C'est quelque chose de pratique que vous allez confronter à la réalité, la réalité parfois la plus dure. Et ça m'a beaucoup touché. Vous avez un programme social, si ce mot n'a plus grande valeur maintenant, mais là vous lui redonnez sa noblesse. Vous avez un programme pour aller là où il y a vraiment de la douleur et de la difficulté, pour amener de la paix au travers de ce travail sur les émotions par la respiration. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai reçu un email d'un ami qui s'appelle Patrick, que je vais rejoindre justement en fin de semaine parce que j'ai un concert et un stage. Et il m'a annoncé que la prison des Baumettes avait accepté notre programme. Excellent. Donc, ça sera le deuxième projet dans les Baumettes. Et Dieu sait que les Baumettes, ce n'est pas forcément la… C'est le quartier de sécurité. Voilà, c'est le quartier dur. Et puis oui, donc on enseigne à Fleury-Mérogis, j'ai enseigné beaucoup à la prison du Réau. Alors, en fin de compte, là où il y a l'humain, on fonctionnera toujours pareil. C'est pas parce qu'une personne qui est en prison, c'est pas un humain. C'est pas une personne qui a ces mêmes problématiques. En plus, dans son contexte, le sommeil est très rare. L'agressivité entre détenus est très présente. Donc l'émotion et le stress. L'émotion est juste à son top. Et c'est vrai que quand tu amènes ces techniques de respiration, de méditation, et que tu as une personne en face de toi, et quand tu connais son dossier, tu sais que c'est un dossier blindé, quoi. Il vient te voir en disant « Merci, merci, pour la première fois, je me reconsidère comme un homme. » Déjà, c'est un beau cadeau. Mais en plus, quand il te dit « J'ai pu dormir sans avoir peur. » Ça, c'est un deuxième cadeau. Et après, quand tu sors de la cellule, que tu lui dis au revoir, et que tu rencontres 2-3 gardes, et qui disent « Mais qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là » Nos relations se sont beaucoup plus améliorées et avec un tel ou un tel, on a beaucoup moins de conflits. Et là, tu dis, waouh, tu as contribué à ta petite échelle, hein, parce que c'est une petite échelle, combien de détenus. Mais dans le monde entier, quand même, on a touché plus de 240 000 détenus.
dans des zones très très difficiles. De toute façon, une seule âme sauvée, Wow. ça vaut tout l'or du monde. C'est juste 240 magnifique. 000, c'est excellent. Ouais. Moi, il y a encore du travail, mais Mais tu vois, je trouve ça vraiment très intéressant. Tu m'as permis de voir là, lors de notre échange, vraiment à quel point le souffle pouvait aider à ce nettoyage émotionnel finalement, hein, qui est parfois, toutes ces émotions qui sont parfois enquistées et qui perturbent notre fonctionnement tout autant que des toxines physiques, des déchets qui pourraient s'accumuler dans le corps. Ouais. Et ça va très très loin parce que tu vois, je me souviens, il s'appelait Dominique. Il était venu me voir à la fin de la séance et il m'a dit: Thierry, j'aurais envie maintenant, Stéphane, d'une chose, d'avoir les parents de ma victime en face de moi et de leur demander pardon. Donc il avait accès à cette forme de repentance, on peut dire d'une certaine manière. Ouais. Oui, parce qu'une fois que tu commences à décharger ton système, tu t'aperçois qu'en fin de compte, ce qui était pur de ton esprit va ressurgir. Donc forcément, la compassion, l'altruisme, prendre soin, l'amour... Parce que chacun de nous a la présence de Dieu en lui. Tout ça, c'est déjà présent. C'est simplement... on parle des péchés, moi je parle beaucoup plus des distorsions. Tu sais que péché, au sens étymologique, ça veut dire rater la cible. Oui, voilà, exactement. Donc il y a tout un contenu là aussi traditionnel qui a été mis dessus, qui n'est pas forcément adapté, mais péché, c'est rater la cible, c'est rater le juste point. Et exactement. Et c'est pour ça que je les appelle les distorsions de l'amour. C'est-à-dire que des fois, tu sais, quand tu fais chauffer l'amour, ça devient de la colère. Quand tu le fais, il caramélise. Après, tu peux le mettre au frigidaire et puis ça devient la haine. Donc c'est vrai qu'il y a des distorsions comme ça de notre amour qui fait que le mode de vie qu'on a choisi de vivre va avoir un impact sur comment on va rétribuer ou avoir la relation avec l'autre et avec soi-même, hein, bien sûr. Stéphane, je te remercie pour ce temps que tu m'as consacré. Thierry, c'est moi qui te remercie. Et je suis d'autant plus content parce que, en octobre prochain, hein, on va être sur cette croisière ensemble. Oui. Et c'est amusant parce que avec Patrick Fontaine, on va un peu représenter ces trois dimensions. Hein. Moi qui vais essayer de transmettre, en bon gourou que je suis, maintenant, les lois fondamentales qui régissent le fonctionnement du corps physique. Toi qui vas faire le passeur par le souffle entre le corps physique et puis la partie plus spirituelle. Oui, avec des exercices corporels aussi. Exactement. Et Patrick Fontaine, magnifique, qui dans une approche, je dirais, totalement non religieuse et dégagée de tout ce carcan historique, va nous permettre d'explorer aussi tous ces principes spirituels qui nous assurent la prospérité et la joie. Et donc à nous trois, je crois que ça va faire un joli petit mélange. Je pense, oui. En tout cas, j'étais ravi de te rencontrer, C'était Stéphane. un plaisir, Thierry. J'espère qu'on aura l'occasion. J'aimerais bien pouvoir à l'occasion, et là je te fais une demande, et puis devant la caméra, tu es un peu pressé. J'aimerais bien à l'occasion pouvoir venir vous suivre sur des programmes sociaux. Pour voir vraiment des individus se transformer par le fait de toucher leurs émotions. Ça m'intéresserait vraiment. Il y a un projet où je te vois vraiment venir nous accompagner aussi, puis apporter aussi ta touche, ta touch, comme on dit. C'est le programme d'insertion des jeunes à l'emploi. Là où vraiment pareil, des jeunes qui viennent des quartiers très difficiles et voir la transformation et en plus leur donner des règles alimentaires de bon sens comme tu le fais, je pense que ça serait un super atout pour eux aussi. Ok. Et le donc on prend rendez-vous alors. Ça marche. Merci Stéphane. Merci Thierry, merci.